Ce que vous regardez actuellement, c'est un écran blanc. Je vais un tout petit peu le dégrader vers le jaune pour pas vous exploser les yeux, mais bref, on va dire que c'est un écran blanc. À moins que vous fassiez partie du très faible pourcentage de gens qui regardent des vidéos sur vidéoprojecteur, vous êtes en réalité en train de regarder des millions de minuscules petites lumières qui constituent chacune un pixel de l'écran. Chacune de ces LED, aussi appelées luminophores, sont composées généralement de 3 subpixels qui, chacun indépendamment, s'illuminent d'une couleur bien spécifique. Ces LED, on les retrouve un peu partout, dans l'écran de votre téléphone, celui de votre télévision, sur les écrans publicitaires, dorénavant sur certains modèles de frigo et sur un tas d'autres accessoires lumineux. Bref, elles sont omniprésente dans la vie de tout le monde. Donc asseyez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, et c'est une première, on parle non pas d'un effet, ni d'un filtre ou toute autre pratique artistique, mais bien seulement d'une innovation technologique. Ces subpixels, vous les connaissez puisqu'ils sont respectivement de couleur rouge, vert et bleu, en français RVB et en anglais RGB. Vous l'avez deviné, dans cet épisode, on va parler de couleurs, et plus particulièrement de couleurs numériques. De ce que je savais avant d'entamer les recherches, le RGB c'est un modèle colorimétrique au centre de l'ère numérique, de nos jours utilisé mondialement dans tout un tas de technologies diverses et variées, en particulier sur écran et luminaire. Seulement je me demandais s'il n'existait pas un terme un peu plus spécifique à ce sujet que juste RGB, on va pas se mentir, c'est un peu boring comme terme, et quand j'ai commencé ma recherche sur cette technologie, je suis beaucoup tombé sur cette image, qui présente un système que l'on appelle matrice de filtres colorés, dont la plus connue est appelée la matrice de Bayer. Du coup j'étais tout content d'avoir enfin une piste et un visuel sur lequel partir, j'ai commencé à organiser mes chapitres proprement, j'étais sur la bonne voie. Et en fait, il se trouve que tout ça, ça n'a rien à voir avec ce que je pensais, puisque cette image, c'est tout simplement une technologie de capteur photographique de séparation des couleurs. Donc un truc qui n'a rien à voir avec les écrans, puisqu'ici, cette technologie capte la lumière sans pour autant en produire. Il s'agit donc surtout d'un composant qu'on trouve dans le système d'appareils photo numérique. Et en réalité, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de quelque chose de crucial pour l'écriture de cette vidéo. Ce thème d'épisode est horrible. Dans mon esprit simple, quand j'entendais le mot RGB, la première chose que je voyais c'était un clavier Razer, ou alors un casque Razer, ou une souris Razer, bref, mais en réalité le terme RGB englobe à lui tout seul tellement de choses compliquées et difficiles à résumer, que ce soit de l'étape de la captation des couleurs, en passant par la technologie qui permet de retransmettre ces informations, jusqu'aux informations de l'image elle-même. Donc dans cette vidéo, et retenez bien ça, on va avant tout parler de deux choses qui moi m'intéressent avant tout, et sur lesquelles je peux aisément m'informer sans trop me perdre. Je parle d'écran et d'étalonnage. Ceci étant dit, je pense tout de même qu'il est important d'introduire le principe à sa base, et de se poser la question, pourquoi le rouge, le vert et le bleu ? Eh bien tout simplement parce que la synthèse additive. Alors la synthèse additive, c'est le truc qu'on apprend jour 1 quand on rentre en section art appliqué au lycée, mais c'est surtout le procédé consistant à combiner les lumières de plusieurs sources colorées, généralement dans ce cas-là, le rouge, le vert et le bleu, dans le but d'obtenir une lumière colorée quelconque dans un gamu déterminé. Un gamu étant l'ensemble des couleurs qu'un dispositif permet de reproduire, gamu qui se représente souvent avec ce qu'on appelle un diagramme de chromaticité. On est sur du terme dropping sale, j'adore ça, et le modèle RGB s'inscrit là-dedans car le noir est le refuge de la lumière comme disait Gaston Bachelard, mais surtout car il repose sur 3 couleurs primaires qui par leur mélange vont restituer toutes les autres. Si on éclaire du rouge, ça donne du rouge, mais si on éclaire à la fois du rouge sur une source de lumière verte, ça fait du jaune, en plus de créer une source 2 fois plus lumineuse. Et si les 3 projecteurs sont éclairés, la neutralité de la couleur s'impose avec du blanc. Cette synthèse est souvent décrite comme étant l'inverse de la synthèse soustractive, une synthèse dont les colorants absorbent en partie la lumière d'un illuminant dont ils dépendent pour le rendu des couleurs. C'est le cas par exemple pour la peinture, la photo argentique ou l'impression. Bon après là je vous ai donné une bonne et grosse définition, mais en réalité ça ne répond pas vraiment à la question de pourquoi ces couleurs spécifiquement. Là on a vu l'aspect technique, mais est-ce qu'il est possible de donner une explication physique et scientifique à tout ça ? Eh bien disons que j'ai pas les capacités physiques et intellectuelles pour fouiller des heures sur la photonique, disons que c'est un sujet légèrement complexe, mais en revanche, je peux vous dire pourquoi cette synthèse RGB a été priorisée dans l'industrie technologique. Tout simplement car on s'est rendu compte que l'œil utilise ce modèle colorimétrique également. Et oui, dans vos yeux, il y a ce qu'on appelle des cônes, qui sont des photorécepteurs, et surtout ils contiennent des pigments ou molécules qui détectent la couleur en fonction des longitudes, donc des lumières visibles différentes. Ces 3 pigments étant de couleur rouge, vert et bleu. Si c'est pas merveilleux, on dirait presque une énorme coïncidence. Désormais, vous savez comment fonctionnent un peu mieux vos belles guirlandes de chez Action, en plus de vos yeux, mais du coup, comment ça se passe dans un écran, là où il n'y a pas de cône et où ces LED sont nettement plus petites que celles de vos lampes, à peine visibles pour tout dire. Eh bien, c'est une longue histoire, donc mettez-vous à l'aise et laissez-moi poser la question, comment on est passé du noir et blanc à la couleur sur nos écrans ? Alors déjà, un truc important à savoir, c'est qu'il n'a pas fallu attendre le RGB pour avoir de la couleur dans nos films. Avant 1900, il y avait déjà pas mal de courts-métrages filmés en noir et blanc puis ensuite colorisés à la main sur la pellicule à l'aide de colorants, notamment des courts-métrages de Méliès et de Edison. Le premier long-métrage avec ce procédé étant La vie et la passion de Jésus-Christ, réalisé par l'atelier de Julienne Mathieu. Et en 1901, on a un premier film en couleur sans colorisation manuelle, réalisé par le photographe Edward Turner grâce à un filtre rotatif rouge et vert. L'inventeur avait réussi à transformer son image finale via un système de séparation colorimétrique et ainsi à obtenir un film en couleur pour la toute première fois de l'histoire du cinéma. Procédé de filtre qui sera par la suite réutilisé par le Kinemacolor en 1906
ou encore le Technicolor en 1916. Mais à ce moment-là, on est encore loin des écrans lumineux, puisque toutes ces réalisations sont à l'époque encore projetées sur toile, à l'ancienne, n'est-ce pas? Et là, je pense que je vais vous surprendre, parce que croyez-le ou non, la toute première technologie de l'histoire liée à l'écran est apparue à peu près en même temps que la colorisation manuelle de la pellicule. En 1897 pour être exact, quand Carl Ferdinand Braun invente le tout premier dispositif de cette nouvelle ère technologique appelé le tube de Braun. Le tube de Braun, c'est ça. Alors je sais, ça ressemble quand même beaucoup plus à une grosse pipette qu'à un écran, mais en vrai cette innovation est très importante puisque ce tube, c'est le célèbre tube cathodique, Cathode Ray Tube en anglais, d'où son acronyme CRT. Dispositif qui a amené à la télévision cathodique moderne et à sa commercialisation en 1922. Un machin avec un gros tube de verre, des canons à électrons, des faisceaux, une couche de phosphore et un bon paquet de champs magnétiques, et depuis cette innovation et son développement, c'est la course à la couleur entre tous les pays. En 1938, le système Shadow Mask pour la télévision fut breveté par Werner Fleching en Allemagne. La télévision en couleur fut montrée au International Radio Exhibition Berlin en 1939. En 1940, Guillermo González Camarena invente le système de télévision en couleur appelé système trichromatique séquentiel. En 1951, aux États-Unis, la chaîne Columbia Broadcasting System présente son système de télévision couleur, le NTSC pour National Television System Committee. La première télévision couleur, le RCA CT100, est commercialisée en avril 1954. Et de notre côté, la télécouleur en France a été lancée le 1er octobre 1967. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous qui maintenant nous voyez tels que nous sommes, vous cesserez très vite, je le sais bien, d'être sensible à la magie de la chose. Durant cette période, je pense que l'on peut annoncer qu'on commence à toucher un semblant de ce qu'on pourrait appeler le RGB, car le principe des anciens moniteurs CRT, ce sont des faisceaux d'électrons qui viennent bombarder la face intérieure de l'écran, qui est tapissée d'une mosaïque de pastilles phosphorescentes rouge, vert et bleu. Si on avance un peu, on pourrait également parler rapidement de l'écran plasma, qui fut commercialisé en 1997 avec une technologie permettant d'afficher de la couleur, et qui est en quelque sorte la version améliorée de l'écran cathodique avec un fonctionnement similaire, à savoir plein de petits tubes cathodiques. Mais ces avancées technologiques ont commencé à être un peu limitées, ça consommait beaucoup, ça pesait lourd, ça émanait du phosphore, et surtout c'était pas l'époque où il fallait avoir chez soi un gros aimant à moins de vouloir littéralement détruire sa machine. Et surtout l'écran plasma, il a doucement commencé à se casser la gueule aux alentours des années 2000, à l'approche d'une nouvelle technologie qu'aujourd'hui on connaît tous et qui a roulé fort sur l'industrie de l'écran, le LCD. Le LCD, ça signifie Liquid Crystal Display, ou en français écran à cristaux liquides, et c'est une technologie qui, comme dit précédemment, a vu son essor vers les années 2000, et qui encore de nos jours est couramment, pour ne pas dire essentiellement, utilisée dans tous les appareils numériques disposant d'un écran. Donc là on est au début des années 2000, on est sur la technologie que moi personnellement j'ai entre guillemets connue le plus. Depuis que je suis gamin, les écrans LED, j'ai ça entre les mains, mais en fait, à ce stade de recherche, je me suis rendu compte que le RGB, c'est super chiant. Moi, je pensais qu'un écran c'était juste des LED plus une couche de film plastique par-dessus, mais en fait, je suis con. Parce que si un écran c'est un hamburger, les luminophores c'est juste la salade quoi. En réalité, un écran LCD de nos jours est généralement composé de plaques d'électrodes, de filtres polarisants, de plaques de verre et bien sûr, entre autres, de cristaux liquides et fonctionne en polarisant la lumière. Chaque pixel fait varier la lumière émise par le rétroéclairage à l'arrière. Je pourrais au passage vous parler de profils d'écran LCD IPS ou SIPS ou encore MVA et PVA ou alors le fameux TN DSTN. Mais bon, pourquoi s'arrêter là-dessus, je pense que vous connaissez tous, tout le monde le sait. J'ai pas besoin d'élaborer là-dessus, je pense. Vous pouvez donc voir que l'histoire de l'écran est loin d'être courte et simple. Il y a énormément à dire sur le passé de cette technologie et même sur le futur. J'aurais pu partager la technologie OLED qui depuis 10 ans déjà commence un peu à s'installer partout, mais à un prix v'là cher, n'est-ce pas? Ou alors même toutes les expérimentations autour du sujet, comme par exemple le papier électronique, les écrans souples, l'affichage 3D, etc. Ou alors même toutes les autres techniques d'affichage qui sont pas vraiment dans le thème, mais que moi je trouve vachement stylées. Mais voilà, on va pas s'aventurer forcément plus loin sur cette technologie parce que j'ai d'autres choses à faire. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir s'intéresser à l'image en elle-même. Si vous prenez une capture d'écran de votre bureau et que vous zoomez dedans, vous ne verrez pas le RGB bien sûr, c'est pas comme ça que ça marche. En revanche, vous verrez les pixels. Et là, ça va être le moment où je me répète, parce que j'ai découvert ça pendant l'écriture, mais il ne faut pas confondre un pixel, qui est une donnée d'image, et le luminophore, qui est la technologie à LED RGB. Un luminophore constitue un pixel de l'écran, mais un pixel d'une image ne comporte pas forcément un seul luminophore. Une fois que ça s'est dit, comment ça fonctionne le RGB dans l'image, et non pas dans l'écran? Eh bien, une simple image, au vu de tout ce qui a été expliqué auparavant, se décompose en 3 couches des 3 couleurs qu'on peut d'ailleurs aisément dissocier. Et dès lors que vous savez ça, vous pouvez rentrer, en partie, dans le monde magnifique de l'étalonnage, le color grading en anglais. Ce que je trouve fou, c'est que la couleur dans une image, c'est une information, une donnée. Mais vous avez tellement de manières différentes de l'altérer ou même juste de l'observer. Ce qu'on appelle les scopes, par exemple, dans les logiciels de montage, ce sont les graphiques qui permettent de voir comment réagit et évolue la couleur d'un plan, et c'est très satisfaisant.
Vous en avez plusieurs sur le logiciel DaVinci, notamment comme le scope Waveform qui affiche chaque couleur RGB dans le plan sous cette forme. Pour expliquer rapidement, parce qu'en vrai c'est pas si compliqué, la gauche du graphe c'est la gauche du plan et la droite du graphe c'est la droite du plan. Et en ce qui concerne la hauteur, c'est tout simplement l'intensité de la couleur et sa position. Donc voilà, ce scope il est un peu bourbier à comprendre, mais vous pouvez passer sur le scope Parade pour dissocier tout ça et mieux comprendre comment chaque couleur agit indépendamment. Et ce que je trouve très nice avec ces graphiques, c'est que ça permet de checker en temps réel la colorimétrie d'un plan et son évolution. Et ça, c'est bien pratique pour l'editing, surtout pour voir comment chaque petite modification affecte le résultat final. Et en plus de ça, ça nous rappelle de la manière la plus visuelle possible qu'un plan, c'est avant tout des informations. Vous avez également le scope Vector Scope, le scope Historygram, et même un scope qui affiche le GAMU, le scope CIE Chromaticity. Et si tous ces termes d'étalonnage vous intéressent, je ne saurais que vous conseiller la vidéo Color Grading 101, Everything You Need to Know, de la chaîne Film Riot, qui explique tout ça très bien, en plus de plein d'autres choses. Un truc dont j'ai pas parlé, c'est le fait qu'il existe d'ailleurs différents profils de couleurs RGB, comme le sRGB, le ESI RGB ou même le Adobe RGB, et j'en passe, qui ont tous des caractéristiques et des limitations différentes, parce que selon le matériel, la couleur des primaires rouge, vert et bleu ne sont pas toujours les mêmes. D'un moniteur à l'autre, ça peut varier. Et cette technologie et les profils colorimétriques numériques sont loin d'être un sujet à prendre à la légère, et ça me rappelle cette fameuse vidéo de Mr. Who's the Boss qui expliquait comment une simple photo de paysage montagneux mis en fond d'écran pouvait détruire les smartphones Android en 2020. On aurait pu penser à un virus caché, implémenté dans une photo, mais non. C'est juste un bug de conversion de profil colorimétrique RGB provoqué à cause d'un seul pixel dans l'image. Un seul pixel que le portable n'arrivait pas à convertir, provoquant donc le crash total et permanent de l'appareil. C'est fou. Une vidéo que je vous partage d'ailleurs volontiers dans la description, tellement j'étais ébahi par l'histoire et l'explication derrière. Du coup, la question qu'on est en droit de se poser est, est-ce que le RGB peut être considéré comme une esthétique ? Eh bien personnellement, j'ai envie de répondre non. Et oui, non parce que d'une part je l'ai pas trouvé sur la liste wiki aesthetic.fandom, mais surtout, posséder chez soi tout plein de matériel lumineux multicolore, je pense pas qu'on puisse réellement appeler ça une esthétique du RGB. On est peut-être à ce niveau-là plus sur une esthétique ou même un mode de vie high-tech et connecté, en mode bright cocooning et tout. Mais dans un sens oui, car aujourd'hui, en dehors de nos vies perso, les écrans sont très présents dans la culture populaire, et là je parle pas forcément d'apparition d'écrans télévisés dans les films ou les clips, mais plus de vision artistique au sens large. Énormément d'artistes se sont inspirés de cette technologie pour leur démarche, et ça va de la petite musique sur le thème à littéralement un des duos les plus cultes et emblématiques de ces dernières années, en passant par tous les autres qui s'approprient cette invention à des fins toujours plus créatives. Mais au-delà de tout ça, mon dieu que c'était compliqué d'écrire sur ce thème, c'était encore pire que le bitmap, j'ai juré. Vraiment j'étais un peu simplet de me dire que ça allait être un sujet facile, et j'en ai pâti parce que vraiment cette technologie c'est la foire aux acronymes scientifiques. C'était insupportable. Et là, j'ai même pas synthétisé l'épisode, j'ai juste, et j'ai pas honte de le dire, présenté un 10e du sujet tellement c'était dense. Il y a 1000 autres choses sur lesquelles j'aurais pu parler, comme le codage informatique des couleurs, d'hexadécimal, du standard international de codage couleur du signal vidéo analogique, de profil de couleur, de la technologie de DAL, de la dégradation que cette technologie peut apporter à l'image, comme l'aberration chromatique par exemple, et même de colorimétrie au sens large, mais il m'aurait fallu 2 ans de plus. C'est le 5e épisode de la série, et c'est très clairement le premier sujet qui me dépasse amplement de très loin. Si j'ai voulu parler de ce sujet à la base, et c'est là que vous allez vous rendre compte comment je réfléchis, c'est avant tout parce que je trouvais le terme cool. Je suis vraiment en plein dans cette catégorie de personnes qui aiment avoir des sources de couleurs chez soi, être entouré d'écrans, en prendre plein les yeux, avec précaution bien sûr, et j'aime par-dessus tout consommer du contenu sur écran. Le RGB s'est donc retrouvé assez rapidement dans la liste des sujets que je pouvais et voulais traiter, et en plus de ça, je me disais que réaliser un Visual Vision sur une technologie que vous êtes actuellement en train de regarder, c'était un peu marrant. Mais ouais, au final, c'est trop dense, trop de sujets différents et complexes, tellement de sujets qu'on aura peut-être l'occasion de traiter par la suite dans cette série. C'était le dernier épisode de cette première saison, et j'espère que vous avez apprécié.